Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Frédéric Lacaze, cofondateur de la SKIC Les Trois Colonnes, une coopérative d'intérêt collectif créée en 2013 et dédiée aux viagers solidaires. Cette coopérative compte aujourd'hui plus de 500 bénéficiaires et plus de 7000 financeurs et partenaires. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va Frédéric? Bien, bien, bien. Bonjour Jérémy et merci surtout pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Win, puisque dans cet épisode, on va voir comment l'investissement immobilier viager dans un véhicule d'épargne collectif peut être utile et à la fois solidaire, et qu'est-ce que nous, souscripteurs investisseurs, on peut attendre en retour en contribuant à un tel projet, en souscrivant à des parts sociales. Voilà. Surtout que euh, c'est un sujet d'actualité, le financement de la dépendance, le vieillissement de la population. Et donc, on va voir comment vous, chez les Trois Colonnes, vous répondez à ces enjeux. On verra dans un premier temps quels sont les enjeux et comment vous y répondez et quelle est la vie de la coopérative et qu'est-ce que les investisseurs peuvent attendre d'un tel placement et investissement. Voilà, donc je suis très content qu'on puisse parler de tout ça, puisque sur le podcast, nous, ce qu'on essaye, c'est parler de placement performant au sens financier du terme, mais aussi extra-financier. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de performance extra-financière, évidemment, parce que l'utilité de l'épargne, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité aussi. Et donc, c'est très bien que des acteurs comme vous proposent aux investisseurs des alternatives de placement par rapport au placement traditionnel que l'on peut retrouver en banque, par exemple. Voilà. Du coup, pour planter un peu le décor, Frédéric, est-ce que tu peux nous dire, déjà la coopérative, elle existe depuis 2013, donc qu'est-ce qui vous a amené, toi et ton associé, à lancer une coopérative d'intérêt collectif dédiée aux viagers solidaires? C'était quoi le constat? C'est quoi les enjeux et qu'est-ce qui vous a motivé? Ben, les constats, ils sont aujourd'hui connus de tous, ils sont assez communs, j'allais dire, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, lorsqu'on décide de créer cette structure sous forme coopérative, cette foncière solidaire, il a fallu se battre pour expliquer des choses qui semblent normales aujourd'hui à tout le monde. Je vais résumer ça en 4 raisons assez simples. Euh, la première raison, c'est la démographie. On a une population qui est vieillissante, on a un nombre de personnes âgées retraitées qui est croissant, puisque on en compte 15 millions en 2022 personnes retraitées. On en aura plus de 20 millions en 2030. Donc 2030, c'est relativement proche. Ça, c'est la première raison. Ensuite, dans ces personnes-là, dans ces personnes âgées, vous avez une tranche de 75-84 ans, 4 millions de personnes aujourd'hui. Elles seront plus de 6 millions en 2030. Donc du coup, il y a une forte augmentation, une forte croissance du nombre de personnes âgées. Il y a deux phénomènes, le fait qu'on vive plus longtemps, qu'on ait une espérance de vie plus longue, pas forcément en bonne santé, on en parlera après, et le fait qu'il y ait eu énormément de naissances d'après-guerre qu'on retrouve aujourd'hui. Et donc les deux conjugués font qu'effectivement, on a un nombre de personnes âgées beaucoup plus important et qui va continuer à croître, surtout dans les prochaines années. La deuxième raison, c'est que les solutions apportées face à la perte d'autonomie, face à la dépendance aux personnes âgées sont relativement peu nombreuses. On sait, on connaît les EHPAD avec les problématiques qu'on a connues là il y a peu de temps, en tout cas qui, qui font que les personnes âgées ne sont pas forcément dans de bonnes conditions dans ce type d'établissement. Mais au-delà de ça, il y a surtout la capacité à les accueillir. On comptabilise en moyenne 16 lits pour 100 personnes âgées en France. Donc une capacité nettement insuffisante par rapport aux besoins qui seraient pour accompagner la perte d'autonomie. La troisième raison, c'est le reste à charge financier. Les EHPAD, on le sait, c'est pas gratuit. Lorsqu'une personne âgée va dans ce type d'établissement, elle doit s'acquitter d'un loyer. La retraite moyenne française, c'est 1500 euros. Quand le loyer moyen d'EHPAD, c'est 2200 euros. On voit nettement qu'il y a un déficit à combler et très souvent, ce sont les familles qui sont mises à contribution pour pouvoir combler ce différentiel entre la retraite et l'EHPAD. Et puis la dernière raison finalement qui nous a conduit à créer cette solution, c'est que lorsque on interroge les personnes âgées, elles sont unanimes, 94% d'entre elles veulent absolument pouvoir rester à domicile, veulent pouvoir continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. Et c'est donc sur ces 4 constats qu'on crée en 2013
une foncière solidaire sous forme coopérative qui utilise le viager solidaire pour financer le maintien à domicile des personnes âgées. Et surtout, on va accompagner chaque personne âgée dans la création d'un écosystème qui va favoriser ce maintien à domicile. Alors, viager solidaire, c'est un terme que vous avez, créé, je crois, parce que ça n'existait pas. En fait, on parle beaucoup de d'immobilier viager. D'ailleurs, je pense que chez nous, en France, la notion d'immobilier viager a plutôt une connotation, enfin, a pas très bonne presse, parce que ça fait référence à la mort à un moment donné, et donc indirectement se faire de l'argent sur le dos de quelqu'un qui va mourir. Alors que quand on y regarde de plus près, en tout cas avec les trois colonnes, vous avez imaginé un modèle qui soit voilà, vous utilisez cette terminologie solidaire, qui soit plus dans l'intérêt. On n'est pas sur une spéculation financière, mais on est véritablement sur un accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le viager solidaire concrètement quand on parle d'acheter en viager, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que voilà, souvent c'est abstrait pour les gens, ou même si on a des fausses idées, mais on a l'impression qu'on spécule sur la mort des gens. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est que le viager solidaire? On a voulu créer un modèle qui soit disruptif, qui réponde évidemment à un besoin sociétal, qui permette d'accompagner une frange de la population, en l'occurrence les personnes âgées. Elles ont une caractéristique qui les rapproche, je le disais tout à l'heure, elles souhaitent pouvoir continuer à rester à domicile le plus longtemps possible. Et en plus de ça, 75% d'entre elles sont propriétaires de leur résidence principale. Donc elles ont ce patrimoine qui est là, qui est immobilisé, et qui effectivement a une vertu, c'est qu'il peut être transformé en revenu complémentaire à partir du moment où on utilise le principe du viager solidaire au sein de la coopérative ou au travers du viager classique. Mais qu'est-ce qui fait que le viager classique a tant de mal à se développer, puisqu'il existe quand même depuis des centaines d'années, hein. Les dernières années, c'est 5-6 000 transactions par an, quand l'immobilier fait plus d'1 million de transactions. Donc on voit que c'est un marché qui est très très faible, très petit, en revanche, qui a une profondeur qui est absolument énorme. Mais qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir se développer davantage? C'est que vous avez, tu le disais, Jérémy, deux acteurs qui ont deux volontés complètement antagonistes. Vous avez le vendeur, la personne âgée, dont le souhait est de rester chez elle, évidemment, et de pouvoir tirer les fruits de son logement, finalement, qu'elle a financé pendant toute sa vie. Et là, elle souhaite l'utiliser d'une manière qui lui permette de créer des revenus complémentaires. Et de l'autre côté, on a un investisseur qui, lui, veut optimiser son épargne, ses investissements, et faire en sorte que finalement, lorsqu'il achète le logement auprès d'une personne âgée, il puisse recouvrer le plus rapidement possible les fonds qu'il a investis. Donc vous avez ces deux volontés qui sont finalement chacune à vouloir quelque chose opposé à l'autre. Évidemment, c'est totalement humain et naturel, hein, pour les deux, sauf que ça ne contribue pas effectivement à avoir un développement de ce système qui permet pourtant aux personnes âgées de pouvoir financer leur maintien à domicile. Ce que l'on a imaginé, c'est finalement décorréler l'investisseur de la personne âgée au travers du pari sur la mort, comme tu le disais, qui est matérialisé sur le viager. Avec le principe du viager solidaire, les financeurs vont pouvoir placer leur trésorerie, leur épargne, dans une société non spéculative, une société coopérative, qui réalise des profits, mais va les réemployer finalement dans son objet social. Et cette société coopérative va elle-même acheter le logement auprès de la personne âgée en viager solidaire. Et il est solidaire par un principe qui est assez simple dans les coopératives, c'est que lorsque les personnes âgées vont décéder prématurément, c'est-à-dire avant l'âge d'espérance de vie estimée, elles vont offrir un bénéfice à l'entreprise, mais ce bénéfice va être intégralement, 100%, placé en réserve impartageable. Il servira à compenser le paiement auprès des personnes qui vivront plus longtemps. Et c'est là Ok. qu'on apporte finalement au travers du viager solidaire une logique économique qui fait qu'on va mutualiser l'ensemble et faire en sorte que ceux qui vivent plus longtemps puissent être compensés par ceux qui décèdent prématurément. Et on décorrèle l'investisseur de ses gains puisque lorsqu'il participe dans l'activité en souscrivant des parts sociales ou des titres participatifs, on en parlera tout à l'heure, il n'y a aucun lien spéculatif à la valeur de leur capital. Ok. Et cette utilité solidaire,
enfin, cette démarche solidaire, elle est plutôt reconnue par les pouvoirs publics parce que je crois que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, mais la coopérative, euh, enfin, la coopérative est labellisée Finansol, mais c'est pas la seule labellisation que vous avez. Puis vous avez des soutiens financiers de la part d'institutions publiques ou parapubliques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout l'écosystème de soutien dans la démarche solidaire que vous avez autour de vous? Oui, en 2017, le premier événement, j'allais dire, majeur, c'est l'entrée de la Caisse des dépôts-consignations au capital de Trois-Colonnes. Ça a été un élément fort, évidemment, dans notre développement. Ça a été également un signal aussi pour les autres acteurs, puisque la Banque de l'État rentre au capital de cette foncière solidaire pour accompagner, développer sur le territoire un outil, finalement, un outil de croissance qui est au service du territoire, sous forme de coopérative. Depuis, on a obtenu une qualification d'entreprise innovante délivrée par la BPI. On a également un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale, plus historique, mais plus récemment, un mandat obtenu auprès de l'État, auprès du ministère de la Santé surtout, un mandat de service d'intérêt économique général, un mandat SIEG, qui est une sorte de délégation de mission publique finalement pour intervenir sur le territoire auprès d'un public fragile. Les personnes âgées qu'on accompagne, pour la plupart, sont des personnes fragiles économiquement et physiquement. Et donc c'est la mission qui nous a été confiée par le ministère de la Santé, de répondre à ces personnes afin de les accompagner dans la création de ce qu'on appelle la maison de retraite à domicile. Et donc mettre au service de leurs besoins, leur patrimoine, et construire avec elles un écosystème qui va favoriser le principe de vieillir à domicile. On est également, tu le disais, labellisé Finansol, qui est le label de la finance solidaire, c'est-à-dire que le placement qui est proposé auprès du grand public est labellisé par cette association Finansol. Et il y a également deux événements majeurs, c'est que on a travaillé assez fortement pour faire reconnaître les outils mis à la disposition des épargnants par l'autorité des marchés financiers. Et donc, depuis 3 ans, on a la souscription de parts sociales, le capital de la coopérative, qui rentre dans le cadre très réglementé de l'appel public à l'épargne, encadré donc par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, au travers d'un prospectus qui permet donc à chacun de pouvoir avoir accès à l'ensemble des éléments, des informations financières de la coopérative avant d'y placer une partie de son épargne. Ok, très clair. On rentrera après un peu plus dans le détail sur concrètement si je veux souscrire, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les avantages financiers que je peux en tirer éventuellement, et est-ce qu'il y en a, on le verra. Mais avant, je voudrais qu'on continue un peu à creuser ce sujet de qui vous êtes chez les Trois Colonnes, parce que derrière on va dire un acteur comme ça, surtout quand on est dans une démarche sociale et solidaire, il y a des équipes qui œuvrent au quotidien pour gérer les souscriptions, la collecte réalisée, déployer les investissements, gérer les actifs immobiliers, gérer le lien avec les personnes âgées. Combien vous êtes aujourd'hui chez les Trois Colonnes? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous décrire un peu la structure, comment elle est organisée aujourd'hui? Aujourd'hui, Trois Colonnes, c'est 25 collaborateurs, salariés, coopérateurs, qui œuvrent donc pour propager, j'allais dire, le principe du viager solidaire sur le territoire. Les 2 tiers de nos effectifs sont consacrés aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'on va décomposer l'intégration des personnes âgées en bénéficiaires dans la coopérative. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur le dernier exercice, c'est plus de 2500 demandes que nous avons reçues de la part de personnes âgées qui souhaitent être maintenues à domicile. Des personnes âgées directement, de l'environnement familial, voire de l'environnement social, les voisins, les amis, les aidants, qui nous ont contactés pour pouvoir intervenir auprès d'un couple ou bien d'une personne âgée seule à son domicile. Le principe et le processus, j'allais dire, d'intégration est très humain et tourné auprès de la personne, puisque nos enquêteurs sociaux, salariés de la coopérative, vont se rendre chez la personne âgée pour pouvoir faire une découverte, une enquête sociale qui va permettre de définir les critères, j'allais dire, qui nous permettront d'intervenir auprès de la personne âgée.
50% des interventions qu'on va réaliser vont être auprès d'un public fragile. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le cadre du Mmh. mandat de service d'intérêt économique général, où les personnes âgées auprès desquelles on va intervenir ont un niveau de ressources inférieur à 1 900 euros par mois pour une personne seule, 2 500 euros par mois pour un couple. Elles sont aussi souvent qualifiées GIR, groupe iso-ressources, qui mesure l'état de fragilité physique des personnes âgées. Là, c'est 50% des interventions. Sur les autres 50% d'interventions, on va intervenir auprès d'un public qui souhaite avant tout être maintenu à domicile, qui est dans une volonté de créer un espace dans lequel ils vivent qui sera favorable à leur maintien à domicile et l'adapter avec des services qui lui permettront de pouvoir continuer à l'occuper le plus longtemps possible. Donc nos enquêteurs sociaux vont être chargés de recueillir finalement les besoins sur le territoire auprès des personnes qui nous contactent et ensuite de réaliser une enquête qui définira le profil auprès des bénéficiaires vers qui on va s'adresser. Je disais, plus de 2000 demandes pour une centaine de personnes qu'on a intégrées en tant que bénéficiaires l'année dernière. Donc la demande est colossale, la demande est présente, la demande va continuer à accroître évidemment. Et c'est pour ça que nous développons énormément nos capacités financières à pouvoir intervenir auprès de plus de personnes âgées, notamment par l'appel public à l'épargne, mais également auprès d'institutionnels et d'établissements publics qui vont nous permettre de pouvoir continuer à répondre à plus en plus de demandes. OK. Donc tu disais 25 collaborateurs et une grosse partie des effectifs dédiés à l'accompagnement des personnes âgées et le reste, c'est plus sur la partie immobilière qui sont, les autres collaborateurs, ils sont sur quel axe? Ensuite, on a effectivement dans le processus la deuxième partie qui est la partie immobilière qui va permettre donc de valoriser le logement de la personne âgée pour pouvoir transformer cette valeur en capital et en rente. Et là, c'est une partie de nos équipes qui vont pouvoir réaliser une étude sur la valeur du logement et ainsi transformer ce patrimoine en revenu pour la personne âgée. Une grosse partie de nos effectifs est surtout consacrée à la coordination sociale, c'est-à-dire faire en sorte que la personne âgée, lorsque chez elle, elle a des besoins spécifiques d'accompagnement, de portage de repas, voire jusqu'à la médicalisation, elle va venir solliciter nos coordinateurs sociaux qui vont mettre en lien les acteurs présents sur le territoire où vit la personne âgée et donc ainsi mettre en place, accompagner et suivre les différents services qui permettront à chaque bénéficiaire de pouvoir adapter son besoin à domicile et faire en sorte évidemment de l'accompagner le plus longtemps possible. D'ailleurs, ça me permet de faire un lien, avec l'impact que vous avez, puisque, on parle de Viager solidaire, donc une coopérative qui existe depuis 10 ans maintenant. Donc on a quand même un peu de recul sur ce que vous faites, sur l'impact qu'a ce que vous faites. Puisque bon, on n'a pas trop expliqué ce qui était le viager parce qu'on part du principe que les gens, maintenant connaissent un peu, mais en 2 mots et après on parlera de l'impact que vous avez, pour que les gens comprennent tu peux nous expliquer en 2 mots comment fonctionne un investissement viager, qu'il soit solidaire ou pas d'ailleurs? Bouquet plus rente, qu'est-ce que ça veut dire, cette terminologie, le bouquet, la rente, voilà? Le principe, c'est effectivement de partir de la valeur du logement, la valeur libre d'occupation du logement. On sait que le principe du viager, en tout cas tel qu'on souhaite nous l'appliquer, le viager solidaire, c'est d'accompagner la personne âgée dans son maintien à domicile. Donc, de réaliser ce qu'on appelle un viager occupé. La personne âgée va continuer à rester chez elle, occuper son logement. Et donc, on va transformer la valeur de ce logement en revenu régulier pour la personne âgée. À partir de la valeur du logement, on va appliquer ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation. C'est un droit à vie qui est conféré à la personne âgée, qui lui permet d'avoir la garantie de pouvoir occuper le logement jusqu'à son décès. La valeur résiduelle, qui est la valeur du viager, une fois déduite de ce droit d'usage et d'habitation, va être transformée en rente autonomie. C'est une rente très particulière puisqu'elle est unique au modèle 3 colonnes. Cette rente autonomie n'entre pas dans les calculs d'aide versés par l'État. Une personne qui perçoit l'APA, par exemple, lorsqu'elle va recevoir la rente autonomie 3 colonnes, elle ne verra pas cette aide de l'État disparaître en augmentant ses ressources au travers de la rente 3 colonnes. Donc ça, c'est essentiel dans le dispositif, c'est-à-dire qu'en augmentant les ressources de la personne âgée, elle va pouvoir conserver les aides auxquelles elle a droit aujourd'hui. Ce qui serait pas le cas sur un viager, sous seing privé, par exemple, enfin classique? OK. Absolument, ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est vraiment important, puisque du coup, on va augmenter les ressources d'un côté, mais pas les diminuer par le principe, j'allais dire, des seuils de revenus. Pour revenir sur le système économique du viager, on va donc payer une rente à vie à la personne âgée, un capital au départ. Ce capital lui permettra de pouvoir faire des aménagements, parfois coûteux, comme par exemple rénover une salle de bain ou en tout cas adapter une chambre, une pièce qui lui permettent de pouvoir continuer à l'occuper le plus longtemps possible. Et ensuite, une rente qui va lui être versée tous les mois à vie. De plus, la personne âgée n'aura plus à s'acquitter de la taxe foncière qui sera à la charge de la coopérative, ainsi qu'une part de la charge des charges de copropriété. Ok, très clair. Et donc, la personne vient vous voir, vous lui versez un capital, malgré tout, puisqu'il y a un bouquet qui est versé au départ, ou il y a juste une rente. Ouais, voilà, il y a un capital au départ, plus une rente. Et cette personne-là, une fois qu'elle perçoit son capital, elle en fait ce qu'elle veut. Alors, je suppose que dans les échanges que vous avez avec elle, euh, selon ses besoins à court terme, pour être accompagné ou pour aménager son logement, il y a une partie qui est réservée du capital que vous lui versez, qui est réservée à ces aménagements-là. C'est pas vous qui les faites sur les fonds propres de la coopérative, les aménagements. Tu m'arrêtes si je me trompe pas, mais il me semble que c'est ça. Oui. Et ensuite, elle a cette rente autonomie en plus qui vient compléter ses revenus et qui lui permet de subvenir à ses besoins. Euh, donc, du coup, maintenant qu'on a bien expliqué ça, je reviens sur l'impact que vous avez depuis 10 ans. Je sais que vous avez sorti récemment, il y a moins d'un an, un rapport sur l'impact estimé que vous avez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup, ce retour d'expérience sur l'âge moyen des personnes que vous avez accompagnées, euh, l'argent qui a été injecté du coup dans l'économie de par le fait que vous avez reversé un bouquet et des rentes à des personnes âgées qui ont utilisé ça pour payer, donc créer de l'emploi, être accompagnés, des aides à domicile, payer des artisans qui sont venus aménager leur logement, etc. Est-ce que vous avez des éléments un peu concrets là-dessus pour que les gens qui nous écoutent qu'on puisse mesurer vraiment l'impact social, économique que vous avez? Les impacts, en fait, sont multiples. Parce que, euh, effectivement, on mesure l'impact après coup, on mesure l'impact sur l'instant, et on mesure l'impact de façon globale. C'est quelque chose aujourd'hui qui est rentré, j'allais dire, dans le quotidien. C'est de flécher un petit peu quel est euh, l'impact auprès des personnes qu'on accompagne, des bénéficiaires, mais également auprès du territoire. Mais le premier impact avant tout, c'est d'accompagner déjà une personne âgée dans son maintien à domicile. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, je donnais quelques chiffres, il y en a un qui est extrêmement important, c'est les personnes âgées qui souhaitent avant tout continuer à vivre à domicile. Et donc ça, c'est le premier impact. C'est-à-dire que le fait d'apporter une réponse dans ce propre maintien à domicile est déjà un impact positif auprès des bénéficiaires. Hmm. C'est une première action sociale finalement que de répondre à ce besoin en apportant des revenus complémentaires à une personne âgée et en lui permettant de pouvoir rester chez elle. Ensuite, lorsque cette personne âgée est maintenue à domicile, tu le disais, on va lui donner des revenus complémentaires, donc au travers de la rente et du capital. Notre rôle va être de montrer à la personne âgée comment est-ce qu'elle peut réemployer ses fonds dans son propre maintien à domicile. Comment est-ce qu'elle peut faire en sorte que finalement le logement s'adapte à son avancée en âge, s'adapte à sa prédépendance, à sa dépendance, et comment est-ce qu'elle peut employer cette rente mensuelle dans un bienfait quotidien qui est la mise en place de services. Et en effet, l'impact qui est créé directement, c'est qu'elle va réemployer ses fonds sur le territoire. Lorsqu'elle va faire appel à un artisan pour enlever la baignoire et mettre une douche à l'italienne qui facilitera l'accès à sa toilette, et ben, elle va directement aller utiliser les artisans autour de chez elle et donc faire en sorte que ces personnes puissent avoir des heures, j'allais dire, de services d'aménagement à domicile. Mais également dans le portage de repas, dans les interventions qui vont pouvoir être faites quotidiennement auprès des personnes âgées, elle va directement réemployer cette rente auprès de services sur son territoire, ce qui aura pour effet, en effet, de créer ce qu'on appelle des ETP, des emplois temps plein. Et on le Hmm. mesure d'ailleurs sur le dernier exercice, puisque l'année dernière, c'est 178 000 heures de services qui ont été mises en place auprès de nos bénéficiaires par directement les acteurs sur le territoire. 178 000 heures de services, si on le convertit en emploi temps plein, donc en emplois créés, c'est 121 emplois créés sur le territoire l'année dernière directement
par le financement qui est fait auprès des bénéficiaires et donc qui réemploie cette épargne dans l'économie locale. Pour faire le rapprochement, vous avez plus de 500 bénéficiaires à peu près, c'est ce que je disais en introduction. 500 bénéficiaires aujourd'hui qui vont réutiliser, réemployer l'épargne qu'on leur a allouée sur le territoire. Il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que ces 500 bénéficiaires, au départ, sont venus nous voir parce qu'elles avaient toutes le même besoin. Créer leur maison de retraite à domicile, rester chez elles. Et donc, elles sont dans une vraie volonté d'utiliser l'argent qui leur est versé tous les mois pour pouvoir financer ces services. On voit et on mesure également l'impact, et on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on accompagne une personne âgée physiquement, économiquement dans son maintien à domicile, il y a un bienfait immédiat, c'est le fait que, en tout cas, chez nous, dans le cadre du viager solidaire, seulement 4% de nos bénéficiaires ont été dans l'obligation de quitter leur logement. Ce qui signifie que 96% d'entre elles continuent à avoir une capacité physique et économique à rester à domicile finalement. Et donc, on remplit une mission qui nous a été confiée au départ par les bénéficiaires, c'est de les accompagner dans ce maintien à domicile. Oui, les autres, les 4% en question, c'est des gens qui avaient plus la capacité vraiment de rester, qui du coup ont intégré des établissements plus Exactement. médicalisés, je suppose, type Oui, soit EHPAD. pour des pathologies type Alzheimer qui sont Mmh. compliquées encore à accompagner à domicile et donc qui ont dû en effet être intégrés dans des établissements spécialisés. Ok. Euh, pour revenir sur les impacts que vous avez, euh, je lisais dans le rapport que vous avez publié des chiffres qui sont quand même assez révélateurs que je vais quand même citer parce que je les trouve très percutants. Aujourd'hui, vous reversez à peu près plus de 150 000 euros par mois de rente Oui, à des bénéficiaires. Et vous avez acheté pour 61 millions d'euros de logements en valeur. Donc ça, c'est à fin 2022. J'ai pas les chiffres actualisés, mais c'est le oui. rapport Impact 2022. Alors, je vais les Et situer. versé près de 40 millions d'euros de bouquets. Est-ce que ces chiffres Wow. sont toujours... Alors, on a versé sur à la clôture du dernier bilan plus de 51 millions d'euros de bouquets, donc ont été Ok. versés auprès des personnes âgées. On paye aujourd'hui plus de 210 000 euros de rente mensuelle, donc à nos bénéficiaires, qui réemploient en moyenne 80% sur le territoire chaque mois. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'il y énorme. a effectivement cette rente qui est directement réutilisée pour financer donc les heures de service, financer les commerces de proximité. Ça redynamise finalement le territoire, là où se situent directement les personnes âgées, en cœur de ville. Et c'est aujourd'hui un peu plus de 130 millions d'euros d'actifs qui est détenu par la coopérative d'actifs immobiliers au travers de ces interventions des personnes âgées. Peut-être pour aller un peu plus loin sur le modèle économique, puisqu'il est important de comprendre aussi comment fonctionne l'activité de la coopérative. Lorsqu'on fait l'acquisition auprès d'une personne âgée du logement, donc en viager solidaire, on va accompagner la personne âgée dans son maintien à domicile. Mais lorsque ce logement est libéré, un des impacts également social qui est créé, c'est que systématiquement, on va revendre ce logement. Donc déjà, économiquement, on va récupérer la capacité qui nous a été prêtée au départ et donc rembourser nos financeurs par la revente des logements. Hmm. Ces logements vont être revendus à des bailleurs sociaux, à des collectivités, qui permettra de créer une deuxième action sociale qui est de créer du logement social. Faire en sorte qu'un public fragile, cette fois pas forcément des personnes âgées, mais des personnes économiquement fragiles qui n'ont pas accès à des logements en centre-ville, qui n'ont pas accès à des logements à la location, puisqu'ils n'ont pas le niveau de loyer correspondant à leurs ressources, et ainsi de suite, des femmes seules avec enfants, vont pouvoir accéder auprès de bailleurs sociaux ou de collectivités à ces logements que nous aurons donc revendus dans un second temps et donc qui va permettre à ces publics d'accéder à ce type de logement, la plupart du temps d'ailleurs situés dans des cœurs de ville. Et donc ça, c'est un élément qui est également important. C'est justement cette deuxième action qui est menée au travers du logement de la personne âgée. Oui, d'ailleurs, sur le rapport que vous avez publié, vous avez fait une analogie qui est intéressante, c'est par rapport enfin, sur l'emplacement des actifs immobiliers détenus par la foncière. Vous avez fait une analogie intéressante avec les zones qui sont définies dans le cadre de la loi Pinel. Euh, et on va dire 70%
même un peu plus, 80% des actifs alors encore une fois, à fin 2022, qui étaient détenus par la foncière, c'est des actifs qui sont situés dans les villes qui sont dans les zones A bis, A et B1 de la loi Pinel, c'est-à-dire plutôt des grandes agglomérations malgré tout. Oui, enfin, pour pouvoir avoir un modèle économique équilibré, on a besoin aussi d'avoir une répartition géographique de nos logements qui va permettre d'assurer dans un premier temps la liquidité lorsqu'on va vouloir les revendre, et dans un second temps, pour certains, une valorisation qui permettra de compenser ceux qui se trouvent dans des zones, secteurs moins tendus. Ce qu'on constate surtout aujourd'hui, c'est que les personnes âgées dans le besoin financier, dans la volonté d'être accompagnées à domicile, elle se situe sur l'ensemble du territoire. En Mm. centre-ville de zone A, en centre-ville de grandes métropoles, de grandes agglomérations. Elle se situe également au centre de périphérie, mais également au centre de village. Et donc, nos interventions vont cibler à chaque fois, ou en tout cas vont répondre à chaque fois à un mix entre ces différentes personnes qui se trouvent sur l'ensemble du territoire, puisqu'aujourd'hui, notre mission est d'intervenir sur l'ensemble du territoire auprès d'un public fragile, je le disais tout à l'heure, au travers de notre mandat de service d'intérêt économique général. Oui, avec une moyenne d'âge qui est supérieure à 80 ans. Sur l'ensemble des bénéficiaires, sur le rapport d'impact, il était spécifié quasiment 83 ans et demi. Donc c'est clairement dans la cible que vous êtes fixé au départ, puisque dans les... Alors je ne sais pas si c'est écrit dans les statuts, mais en tout cas dans la proposition, on va dire, d'action qui est faite aux investisseurs, il est spécifié que enfin, le bénéficiaire, normalement, il a plus de 78 ans. C'est un peu la cible que vous visez. Du coup, bon, ça rentre clairement dans la thèse et la philosophie que vous êtes fixé depuis le départ. Mais bon, là, l'idée, c'est aussi de rentrer un peu dans le concret pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que si demain, euh, moi, je suis investisseur et du coup, je m'intéresse à la CIC Les Trois Colonnes, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour investir? C'est quoi les risques que je vais avoir? Combien je peux souscrire? Qu'est-ce que je peux attendre derrière comme retour sur investissement? Puisque ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que finalement, la valorisation des actifs, elle est stockée dans la foncière, mais elle n'est pas distribuée aux investisseurs. On ne spécule pas sur la mort puisque évidemment, à partir du moment où il y a des gens qui meurent avant leur espérance de vie et que ça crée un gain pour la foncière, il est capitalisé au sein de la foncière, il n'est pas non plus redistribué. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire, moi, en tant que futur investisseur, qu'est-ce que j'ai à y gagner, quels sont mes risques et pourquoi, enfin, au-delà de l'utilité sociale, on en parle depuis un moment maintenant, est assez clair, qu'est-ce que je peux avoir comme retour sur investissement? Les coopératives disposent de deux outils, j'allais dire, pour pouvoir permettre d'augmenter leurs ressources afin d'investir dans leur objet. On en a parlé évidemment assez longuement, l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Les deux outils qu'on a à disposition, c'est le capital au travers de parts sociales et des emprunts grand public au travers de titres participatifs. Le capital, tout le monde connaît, hein, dans les entreprises classiques, on appelle ça des actions. Dans les entreprises coopératives, ce sont des parts sociales, c'est le part du capital finalement, qui vont permettre à tout à chacun de pouvoir participer à l'augmentation du capital de la coopérative et donc lui permettre de se doter de fonds propres plus importants pour pouvoir répondre à de plus en plus de sollicitations de la part des personnes âgées. Ces parts sociales, on a eu un gros travail pour faire reconnaître la part sociale comme outil financier au regard du code monétaire et financier et le faire apprécier auprès de l'AMF. Il faut savoir que ce n'était pas le cas il y a encore 3 ans. Donc on est la première SIC en France à avoir fait ce travail pour rendre éligibles les parts sociales en appel public à l'épargne. Je le disais tout à l'heure, l'appel public à l'épargne, ce sont des conditions d'investissement qui vont permettre aux sociétaires, aux financeurs, à la personne qui s'intéresse finalement à ce placement, d'avoir un accès à l'ensemble des informations de la coopérative, tant économique que sur son modèle social, que sur son modèle économique, et évidemment sur toutes les conditions qui ont attrait au placement fiscal, de rémunération, et tout ce qui constitue le fonctionnement de la coopérative, les salariés, et ainsi de suite. Donc ce document prospectus est accessible directement sur le site Trois Colonnes, sur la page publique, qui va lui permettre de pouvoir bénéficier de l'ensemble des informations à l'intérieur.
Très concrètement, la souscription de parts sociales, elle ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu dans le cadre de la souscription au capital de foncières solidaires. Foncières solidaires, elles sont définies par ce mandat avec l'État, le mandat SIEG. Il y a 7 entreprises en France qui disposent de ce type de mandat, dont la coopérative Trois Colonnes. Le dispositif fiscal permet de bénéficier de 25% de réduction d'impôt sur le revenu du montant de la souscription des parts sociales. Si on prend un exemple de souscription de 20 000 euros de parts sociales, je vais donc bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25%, qui correspond donc à 5 000 euros de réduction immédiate sur le montant de mon impôt à payer. Je détiens donc 20 000 euros de parts sociales. Les parts sociales de la coopérative Trois Colonnes ont une valeur fixe et invariable. Elles ont une valeur de 50 euros nominale, ce qui signifie que lorsque je serai remboursé de mes parts sociales, 7 ans après, je dois détenir mes parts sociales 7 ans, à l'issue de la 7e année, je récupère mon capital au nominal. Donc Ok, 400 parts de 50 euros chacune. ok. Et ça, c'est garanti, le fait de récupérer au terme des 7 ans le capital. On ne peut pas associer une réduction d'impôt à une garantie en capital, donc on ne peut pas parler de capital garanti, puisqu'on le sait, les seuls placements à capital garanti sont les livrets d'État, le livret A et puis les fonds euros. En revanche, on a un modèle économique qui permet de sécuriser et de rendre le capital à chaque souscripteur, chaque financeur, puisque je le disais tout à l'heure, dans notre modèle économique, lorsqu'on achète un logement occupé par une personne âgée, on va le maintenir à domicile, l'accompagner dans ce maintien à domicile. Lorsque ce logement sera libéré, systématiquement, on va revendre le logement, ce qui aura pour première vertu de reconstituer les fonds qui auront été placés au départ par nos financeurs. Et surtout, on va mettre au service d'une année de remboursement de nos financeurs l'ensemble du parc constitué. C'est-à-dire que, à la différence de ce qu'on peut trouver sur le marché, lorsque vous avez des véhicules successifs d'investissement qui sont construits, ici, la coopérative, elle intègre l'ensemble de son parc immobilier au sein d'un seul véhicule, si je puis dire ainsi, c'est au sein de cette foncière solidaire. Et donc, du coup, on bénéficie de la mutualisation qui nous permet d'avoir une capacité à rembourser nos financeurs à l'issue de la période minimum de détention. Et surtout, ce qui est important aussi de bien avoir à l'esprit, je le disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on réalise un bénéfice, lorsqu'on réalise un profit, celui-ci va être stocké en réserve impartageable dans la coopérative. Il aura une première vertu, c'est de créer une consolidation au fonds propres et donc d'avoir une capacité à absorber, j'allais dire, d'éventuels problématiques, chocs qu'il pourrait y avoir sur les différents marchés, en sachant que la coopérative est totalement décorrélée des marchés spéculatifs, des marchés boursiers et autres, et qui lui permet donc d'avoir un modèle économique totalement détendu. Une chose importante également à savoir, c'est que lorsque le sociétaire va souscrire des parts sociales, il ne pâtit d'aucun frais, pas de frais de souscription, d'entrée ou de gestion. Donc en souscrivant ces 20 000 euros, il bénéficie de 5 000 euros de réduction d'impôt. 7 ans après, il va récupérer le montant souscrit initialement. Son bénéfice va donc être la réduction d'impôt. Et si on fait un calcul de TRI sur 7 ans, on a donc un rendement net fiscal de 4% par an pendant 7 ans. Mais voilà, c'est ça. En fait, la performance financière que l'on peut attendre de cet investissement, elle est liée à la réduction d'impôts. On ne va pas avoir de plus-value, on ne va pas avoir de dividendes distribués. En revanche, comme on bénéficie l'année de souscription de 25% de réduction d'impôt, alors attention, c'est 25% en 2023. On ne sait pas si ça sera toujours 25% en 2024. En tout cas, pour les souscriptions en part sociale jusqu'au 31 décembre 2023, dans la limite de l'enveloppe disponible, parce que on peut pas, vous n'avez pas une enveloppe extensible en volume de souscription. Vous avez prévu avec l'AMF une certaine enveloppe de commercialisation en appel public à l'épargne. Mais dans cette limite-là, si je souscris, donc j'ai 25% de réduction d'impôt en 2023 sur mes revenus 2023. Et donc, du coup, 25% sur 7 ans, une performance indirecte de 25% sur 7 ans, ça équivaut à un TRI de 4% net par an, ce qui équivaut à, si on devait comparer à la hiérarchie des placements, aujourd'hui un point de plus que ce que pourrait rapporter le livret A. Et donc, bon, voilà, ça laisse un peu comprendre les gens. Sauf que là, on a une démarche concrète et utile
transparente, puisqu'il y a une vie dans la coopérative. Il y a des rapports, il y a des réunions des assemblées générales qui sont faites, tous les sociétaires sont invités. Voilà, il y a une vraie dynamique d'information vis-à-vis de l'ensemble des sociétaires. On est vraiment acteur quand on devient. Enfin, on peut être vraiment acteur quand on devient sociétaire de la coopérative. On n'est pas obligé d'être seulement spectateur de ce que vous faites. Juste pour la notion de réduction d'impôt, donc c'est une réduction d'impôt qui est quand même plafonnée à un certain montant d'investissement. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les règles? Est-ce que la réduction est reportable si je déplace ces plafonds, tout ça, pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne? Premier élément déjà, tu le disais, effectivement, on a une enveloppe limitée en termes de souscription, en termes de capital qu'on ouvre à la souscription chaque année. Et cette enveloppe, en fait, elle est conditionnée par notre mandat de service d'intérêt économique général. C'est-à-dire que le ministère de la Santé nous alloue une enveloppe fiscale que l'on peut mettre ensuite à disposition aux financeurs. Et cette enveloppe, elle est conditionnée au nombre d'interventions qu'on réalise sur l'année N-1. C'est-à-dire que plus on réalise d'interventions auprès du public fragile, donc des personnes âgées dans leur maintien à domicile, et plus on a une enveloppe qui progresse en termes de montant ouvert à la souscription et éligible à la réduction d'impôt. Cette année, l'enveloppe allait de 24 millions d'euros ouverte à la réduction d'impôt, donc aux 25% de réduction d'impôt. Ces 25% de réduction d'impôt rentrent dans ce qu'on appelle le plafond des niches fiscales de 10 000 euros. C'est le plafond des niches fiscales commun. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'à 10 000 euros de réduction en souscrivant aux parts sociales, en considérant évidemment les autres dispositifs fiscaux auxquels je peux prétendre, et 10 000 euros de réduction maximum au travers de la souscription des parts sociales, dans un plafond de versement de 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 euros pour un couple marié. Donc effectivement, si je prends l'exemple maximum, qui est de 100 000 euros pour un couple marié, je vais générer 25 000 euros de réduction d'impôt. Et donc plafonner à 10 000 euros d'utilisation de ce niche fiscale chaque année. Ce qui fait que je vais donc avoir la possibilité de reporter l'excédent de réduction d'impôt non consommé sur 4 ans. Donc dans un cas très simple pour illustrer à tout le monde, je génère 25 000 euros de réduction d'impôt en souscrivant 100 000 euros. Si je n'ai aucun autre dispositif dans ma niche fiscale, je vais pouvoir consommer 10 000 euros la première année en termes de réduction d'impôt. Donc je vais impacter l'impôt que j'ai à payer de 10 000 euros en moins. J'ai donc 15 000 euros supplémentaires de réduction d'impôt que je n'ai pas consommé. Je vais le reporter en année N+1, donc la deuxième année. Je vais pouvoir à nouveau en consommer 10 000. Je vais donc avoir un résiduel de 5 000 euros non consommés de réduction d'impôt que je reporterai sur la troisième et dernière année. Ce qui ne recule pas ma date de récupération de mon capital souscrit initialement, qui est au terme du 31 décembre de la septième année. Et donc, j'aurai consommé mes 25 000 euros de réduction d'impôt sur 3 ans, répartis, donc comme on vient de l'expliquer, et je recouvrerai la somme souscrite initialement au terme de ce délai de 7 ans. Ok, très clair. Donc, si j'investis, je suis un couple marié, j'investis 150 000 euros. Sur les 50 000 euros qui dépassent les 100 000 euros, je n'aurai donc pas de réduction d'impôt reportable. Alors, le dispositif fiscal prévoit que les versements excédant également le plafond sont également eux-mêmes reportables. Sauf que là, on rentre après effectivement dans une logique de report qui n'offre peut-être pas forcément de vision à long terme. Ok, sur les possibilités. Ok, très clair. Donc, pas de frais. Le minimum d'investissement, c'est combien? C'est 2 000 euros. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible à tout le monde, au plus grand nombre, ce dispositif de placement qui a une utilité. Tu disais tout à l'heure, en le comparant un peu au livret A, le livret A, il a une utilité puisqu'il sert à financer finalement les logements Les logements sociaux. sociaux. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel je fais une petite aparté, mais on travaille également puisque la Caisse des dépôts consignations qui gère les fonds livret A, avec qui on travaille, qui est présent à notre conseil d'administration, on travaille ensemble à obtenir également ces fonds d'épargne de livret A qui nous permettraient de démultiplier les interventions. Donc l'utilité au travers du livret A, elle est avérée, elle est connue de tous. L'utilité de la souscription de parts sociales pour intervenir auprès des personnes âgées, elle a également tout son sens puisque, tu le disais, mais on matérialise concrètement les interventions qui sont faites. On est capable de, si un financeur vient lors des assemblées générales, il va rencontrer nos bénéficiaires qui sont elles-mêmes sociétaires de la coopérative, puisque chaque bénéficiaire souscrit une part sociale à 50 euros, puisque chaque intervenant, chaque personne, qu'elle soit physique ou morale, qui concourt finalement à l'activité 3 colonnes, est représentée dans un collège de vote
qui donc participent lors de l'Assemblée générale. Les particuliers, dans les collèges financeurs solidaires, mais également les institutionnels, la Caisse des dépôts et d'autres acteurs qui participent financièrement, les bénéficiaires, qui ont une catégorie, un collège de vote également spécifique, les bénéficiaires solidaires lors des assemblées générales. Et donc chacun va pouvoir exprimer sa voix, s'il le souhaite, lors des assemblées générales. Tu le disais tout à l'heure, avoir un profil plus dynamique dans les prises de décision, dans finalement les votes qui vont pouvoir être proposés lors des assemblées générales. C'est tout à fait possible et ouvert à chaque financeur qui le souhaite, à partir de 2 000 euros, qui bénéficiera de 500 euros de réduction d'impôt, jusqu'à 100 000 euros dans le cas maximum, qui bénéficiera lui de 25 000 euros de réduction d'impôt. Donc ça, c'est pour la tranche en capital. Et il y a une autre tranche qui est en titre participatif. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, voilà, il faut bien faire la différence. Là, il y a une autre mode d'investissement de la coopérative qui est en parallèle de la souscription possible en capital sous forme de part sociale. Donc vous avez appelé ça des titres participatifs. Qu'est-ce que c'est concrètement, ces titres participatifs, et comment ça fonctionne? Le titre participatif, il est émis, donc il est ouvert à la souscription uniquement par les sociétés coopératives et les entreprises publiques. On peut le comparer à ce qu'on appelle des obligations dans le secteur privé. Les titres participatifs vont permettre à la coopérative finalement d'augmenter ses ressources, lui permettant d'investir toujours de plus en plus auprès de personnes âgées. Très concrètement, j'émets des titres participatifs qui vont permettre à tout le monde, quand je dis tout le monde, à tout public de pouvoir souscrire ces titres et de pouvoir donc aider la coopérative à augmenter ses interventions. Tout le monde, c'est les personnes physiques qui veulent chercher un peu de diversification, donner un peu de sens à leur manière d'épargner. Des personnes morales qui souhaiteraient pouvoir placer une partie de leur trésorerie à plus ou moins long terme, des institutionnels, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais également tout le monde, j'allais dire, non spéculatif, voire même associatif, tels que les fondations, les congrégations religieuses, les associations et ainsi de suite, vont pouvoir placer une partie de leur trésorerie en titre participatif. Le titre participatif, il a trois composantes essentielles. C'est qu'il y a une partie de la rémunération qui est assise sur une part fixe établie dans le contrat, garantie par le contrat, qui est donc payée chaque année. Une part variable qui, elle, est indexée au développement de l'activité de la coopérative. Et ensuite, au moment du remboursement, la valeur du capital est indexée, elle, sur l'indice des prix à la consommation, qui permettra de pouvoir lutter un peu contre l'érosion monétaire liée notamment à l'inflation. Donc pour résumer, je place 100 000 euros en titre participatif. Je vais avoir chaque année un coupon de rémunération fixe qui me sera payé à échéance fixe, composé d'une part fixe, d'une part variable indexée sur le développement de l'activité. Et au moment du remboursement, à l'issue de la 7e année, je récupère mon capital indexé. Donc ces coupons-là, c'est des intérêts, en définitive, Oui, annuels. absolument. Contrairement à la part sociale où on n'a pas de distribution, on n'a pas d'intérêt, on n'a pas de valorisation de part sociale, on a une réduction d'impôt au départ de 25%. Là, je n'ai pas de réduction d'impôt au départ. En revanche, j'ai un intérêt annuel qui est composé d'une part fixe et d'une part variable. La part fixe, elle est connue à l'avance contractuellement. Elle n'est pas la même chaque année, je crois, de mémoire. Elle est entre 2 et 3%, c'est ça à peu près? Oui, alors après, évidemment, les conditions de chaque émission de titre participatif dépendent du contexte actuel. Aujourd'hui, dans le cadre de taux un peu plus élevés, voilà, on a une part fixe qui est un peu plus importante que les années précédentes. Mais globalement, on est entre 2,5 et 3% de part fixe, avec une part variable qui permet d'emmener la valeur totale du coupon autour de 4%. Et là, je suis engagé dans le cadre de... C'est une durée fixe aussi d'engagement, de placement? Les titres participatifs émis par la coopérative ne sont remboursables par la coopérative qu'après un délai de 7 ans. D'accord. C'est-à-dire que nous pouvons rembourser les titres qu'après 7 ans. En revanche, ils sont cessibles. Et donc, si un des financeurs solidaires souhaite recouvrer toute ou partie du capital souscrit, à ce moment-là, au travers de la cession de gré à gré, il peut récupérer le montant de sa souscription initiale. Ok. Avant les 7 ans. Bon. Très clair. Eh ben écoute, Frédéric, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Ça fait à peu près 50 minutes qu'on est ensemble et c'était très riche de pouvoir parler de tout ça. On a compris évidemment les enjeux liés au vieillissement de la population, l'accroissement de la dépendance et du coup l'utilité et l'impact social que vous avez et aussi
la performance, au-delà de la performance extra-financière, la performance financière que l'on peut tirer d'un investissement dans la coopérative, les trois colonnes, que ça soit sous la forme de prise de participation en part sociale, en capital ou en titre participatif. J'étais ravi qu'on puisse échanger ensemble et de faire découvrir à tous ceux qui nous écouteront cette coopérative. On est partenaires ensemble puisque le podcast que j'anime, c'est un podcast qui s'appelle Win, mais qui est lié à la société Willim que j'ai fondée, qui est une société de conseil en investissement en gestion privée. Et évidemment qu'on est partenaire et que les clients qui sont clients de chez Willim et qui souhaitent, enfin les clients ou les futurs clients d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de nous contacter pour devenir clients, bah, c'est avec plaisir qu'on les accueillera, qui ont envie de découvrir des placements utiles, qui ont une dimension sociale et solidaire. Vous faites partie de nos partenaires, on en est très contents, au même titre que d'autres acteurs du marché. Voilà. Merci encore Frédéric de ton temps. C'était très, très riche et très sympa de pouvoir discuter avec toi. À très bientôt. Merci Jérémy pour l'invitation et au plaisir.